Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les Marmites Nomades. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre voyage. Comment allez-vous depuis notre premier épisode sur l'énergie Vata? Moi, je vais merveilleusement bien. En tout cas, j'espère que ce premier podcast sur le dosha Vata a été pour vous source de réflexion et que vous avez pris le temps d'observer un peu votre nature. J'espère que cette première immersion vous a permis de porter un regard plus doux sur ce souffle qui nous anime. Nous avons vu ensemble à quel point le dosha Vata est une force invisible et magnifique lorsque celui-ci circule librement. C'est l'énergie même du mouvement, de la vie, de la créativité pure. Mais vous le savez, le vent est par nature changeant et la question que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est: que se passe-t-il quand il souffle trop fort? Quand Vata tourne à la tempête, là, il ne crée plus de la fluidité, il crée du chaos. Il dessèche tout ce qui touche et disperse ce qui devrait rester ensemble. C'est exactement ce qui se produit dans votre corps, dans votre tête, quand ce principe s'emballe et dépasse ses limites. Pour comprendre comment ce dosha se rééquilibre, il faut observer ses qualités fondamentales, ce que l'Ayurveda appelle les gunas. Cette énergie est par nature ruksha, c'est-à-dire sèche, shita, c'est-à-dire froide, et shala, c'est-à-dire mobile, instable. Ce sont ces trois qualités qui définissent sa façon de s'exprimer en vous. Et ce sont ces mêmes qualités qui vont guider les remèdes. Parce qu'en Ayurveda, le contraire équilibre toujours. Au sec, on répond par l'huileux. Au froid, par la chaleur. À l'instable, par la régularité. Gardez bien cela en tête. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et pour les autres podcasts concernant les autres doshas, ça sera toujours le même principe. On rééquilibre par les opposés, par les contraires. Voyons d'abord les signaux physiques quand l'énergie déraille. Alors, une peau qui devient sèche, tiraille ou qui craquelle. C'est l'expression de la qualité sèche de ce dosha dans Rasa Dhatu. C'est le tout premier tissu du corps en Ayurveda. La lymphe, le plasma, tout ce qui nourrit et hydrate la peau en profondeur. Quand cette force l'agresse, la peau perd sa texture, sa souplesse, son éclat et les lèvres gercent en permanence. Les articulations aussi, qui craquent au réveil, elles indiquent que c'est Astidhatu qui est touché, c'est-à-dire le tissu osseux. En Ayurveda, les os sont le siège secondaire de cette énergie après le côlon. Quand elle s'y loge en excès, elle les assèche, les fragilise. C'est pour cela que les personnes chez qui le profil Vata est dominant sont souvent plus sujettes à l'ostéoporose en vieillissant. Vous ressentez un froid aux extrémités que rien ne semble réchauffer, les mains, les pieds, le bout de nez, c'est l'effet de la qualité froide de Vata qui ralentit la circulation périphérique. Et il y a le système digestif. Cela se traduit par la constipation, des ballonnements ou des gaz à cause de cette fameuse énergie d'élimination qui s'inverse. Mais il y a une couche supplémentaire. Sa présence dans le côlon perturbe l'agni. C'est notre feu digestif. Sous son influence, ce feu devient vishamani, c'est-à-dire irrégulier, totalement imprévisible. Un jour, la digestion est parfaite. Le lendemain, c'est le chaos. On dit que les personnes qui sont à dominance Vata ont un ani faible. Un jour, vous débordez d'appétit. Le lendemain, vous n'avez plus aucune faim. Ce n'est pas dans votre tête, c'est ce vent qui joue avec votre feu digestif. Ajoutez à cela une perte de poids, difficile à expliquer, une voix qui s'éraille facilement, et cette insomnie si caractéristique entre 2 heures et 4 heures du matin. Vous savez, cette insomnie où vous vous réveillez d'un coup, parfaitement éveillé, avec un cerveau qui repart immédiatement à 100 à l'heure. Pris isolément, ces signaux physiques peuvent sembler anodins, mais ensemble, ils forment un tableau clinique très précis. Et l'Ayurveda ne sépare jamais le corps de l'esprit. Un excès dans le corps se reflète toujours dans le mental. Cela donne une anxiété diffuse, pas une peur précise, pas une inquiétude ciblée, juste un fond d'inquiétude permanent. La sensation désagréable que quelque chose va mal se passer sans savoir pourquoi. C'est la qualité mobile et instable de Vata qui s'exprime dans votre esprit. Vos pensées s'emballent et vous n'arrivez plus à les arrêter. Vous avez l'impression d'avoir la tête comme un GPS qui recalcule en permanence sans jamais arriver à destination. Prendre des décisions devient difficile. Non pas par manque de volonté, mais parce que vous percevez tellement de possibilités en même temps que vous ne savez plus laquelle choisir. C'est ici qu'intervient la surcharge sensorielle. En Ayurveda, Vata est intimement lié à ces deux sens. L'ouïe, qui est gouverné par l'élément éther, et le toucher, gouverné par l'élément air. Ce sont les deux sens les plus directs, les plus envahissants. Et notre vie moderne les agresse en continu. Les notifications sonores, les écouteurs vissés sur les oreilles. Et je me reconnais dans la team, je passe mes journées à avoir toujours le casque sur mes oreilles parce que j'ai toujours quelque chose à apprendre et à écouter.
Les open space bruyants, les écrans tactiles, les flux d'informations permanents, chaque notification est une petite tempête sur votre système. Ce n'est pas de l'anxiété imaginaire, c'est de la physiologie ayurvédique. Une étude publiée en 2019 dans le Journal of Ayurveda and Integrative Medicine a d'ailleurs montré une corrélation significative entre ces profils en surchauffe et des scores élevés d'anxiété généralisée, mesurés par des outils psychiatriques standardisés. L'Ayurveda nommait ce tableau à l'époque Vata Vyadhi, les maladies du vent, donc les maladies de Vata, des siècles avant l'existence de nos manuels modernes. Je vous pose donc la question, combien de ces signaux reconnaissez-vous chez vous en ce moment? Pas comme votre nature de base, mais comme votre état actuel, votre vikriti. Parce que si vous vous y retrouvez, ce n'est pas une fatalité, c'est une information. Et une information, ça s'utilise. Et s'il y a bien une phrase que je veux que vous reteniez, c'est celle-ci. L'anxiété n'est pas une identité, c'est une météo. Une perturbation, aussi installée soit-elle, n'est pas permanente. Elle se traite, elle se rééquilibre. Voyons comment. Passons aux gestes concrets. Rappelons notre principe fondamental. Les contraires équilibrent. Au sec, on répond par de l'huile, au froid par la chaleur, à l'instable par la régularité et l'ancrage. Ce n'est pas une métaphore, c'est une véritable prescription. Le premier geste est le plus puissant, le plus ancien et pourtant le moins connu en dehors de l'Ayurveda, l'Abhyanga, l'automassage à l'huile. En sanskrit, Abhyanga signifie littéralement aller vers son corps. C'est un massage que vous vous offrez chaque matin avant la douche avec de l'huile de sésame chauffée. Le sésame est l'huile par excellence pour apaiser ce flux. Elle est chaude, lourde, nourrissante, tout l'opposé de notre vent interne. Vous vous massez lentement de la tête aux pieds en portant une attention particulière aux articulations, là où l'excès de sécheresse se loge. Des mouvements circulaires sur les articulations, des mouvements longs sur les membres. 10 à 15 minutes suivies d'une douche chaude. Ce geste fait plusieurs choses en même temps. Il nourrit votre peau qui retrouve son hydratation et son éclat. Il réchauffe les articulations et il stimule le nerf vague pour calmer instantanément le système nerveux sympathique. Une étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a prouvé que 4 semaines d'Abhyanga quotidien réduisaient significativement les marqueurs biologiques du stress, comme le cortisol salivaire ou la fréquence cardiaque. Ce n'est pas du bien-être symbolique, c'est de la physiologie. Le deuxième geste, c'est la routine. En Ayurveda, la dinacharya, le rituel quotidien, est considéré comme le tout premier remède contre l'instabilité et non comme un simple complément. Pourquoi? Parce que le plus grand ennemi du vent, c'est l'imprévisibilité. Chaque fois que vous mangez à une heure différente, que vous vous couchez à des horaires variables ou que votre journée manque de structure, vous alimentez cette tempête. Vous lui donnez exactement ce qu'elle aime, mais ce dont elle a le moins besoin. Cette routine n'a pas besoin d'être complexe. Se lever à la même heure, idéalement dans la fenêtre calme du début de journée. N'oubliez pas, dans le podcast précédent, on a parlé de Brahma Muhurta. L'idéal, c'est de se lever avant 6 heures, parce que c'est dans la transition Vata-Kapha et c'est ce qui rend le réveil plus facile. Manger à heure fixe sans jamais sauter de repas, surtout le matin, et se coucher avant 22 heures, c'est-à-dire avant que le second souffle de la nuit ne nous relance. Ces 3 ancres temporelles suffisent à stabiliser le système de façon spectaculaire. Le troisième pilier, c'est l'alimentation. C'est toujours la même règle, chaud, cuit, huileux, irrégulier. Ce sont les 4 contraires exacts de Vata. Privilégiez les soupes, les bouillons, les céréales cuites, les purées, les currys doux. Misez sur les aliments qui réchauffent et nourrissent. Par exemple, le gingembre frais, la cardamome, la cannelle, le cumin et le ghee. Le ghee, c'est le beurre clarifié. Et c'est l'un des aliments les plus pacifiants qui existent en Ayurveda, car il nourrit directement les tissus profonds. A l'inverse, on va éviter des crudités en excès, trop froides et sèches pour un feu digestif déjà vacillant. On évite aussi les smoothies froids le matin, qui sont l'erreur la plus répandue dans le bien-être moderne pour ce tempérament. On évite le jeûne intermittent prolongé, car le vide aggrave le vent, ainsi que les repas pris debout, en marchant ou devant un écran. Votre état mental, pendant que vous mangez, influence directement la qualité de votre digestion. C'est écrit dans le Charaka Samhita et la recherche en neurogastroentérologie le confirme. Aujourd'hui, en étudiant la communication entre le cerveau et l'intestin via le nerf vague, quand le système nerveux est en mode stress pendant le repas, la production d'enzymes digestives chute brutalement. Manger stressé, ce n'est pas digérer, peu importe la qualité de ce que vous avez dans l'assiette. Le 4e geste, c'est le silence sensoriel. Puisque l'ouïe et le toucher sont hyper sollicités, offrez-vous des plages de silence quotidiennes, sans musique, sans podcast, sans notification. C'est donner à votre esprit ce dont il a le plus besoin.
de l'espace, de l'éther, un vide sain et non un vide anxieux. 20 minutes par jour sans stimulation sonore. Cela peut sembler peu, mais pour un esprit surchargé, c'est énorme. Et enfin, le mouvement doux. Cette énergie a besoin de bouger, c'est sa nature, mais pas n'importe comment. Le sport intense, le cardio à haute intensité ou l'esprit de compétition ne font qu'augmenter l'agitation. Ce qu'il vous faut, c'est du mouvement lent, rythmé, ancré. Le yoga, particulièrement les postures au sol, les étirements d'ancrage et les torsions douces qui massent les intestins, la marche lente en nature ou la natation douce. Des mouvements qui murmurent à votre système nerveux. Tu peux ralentir, tout va bien, tu es en sécurité. Parce qu'au fond, le message d'un système affolé, c'est simplement un système nerveux qui ne se sent pas en sécurité. Et tous ces gestes, l'huile, la chaleur, la routine, la nourriture chaude, le silence, disent exactement la même chose à votre corps. Tu peux poser le vent, tu peux t'arrêter, tu es ancré. Avant de refermer cette exploration, je veux vous confier quelque chose de personnel. Moi aussi, je fais partie de la team Vata et je ne vais pas vous dire que c'est toujours simple, ni pour moi, ni pour mon entourage. Le cerveau qui ne s'arrête jamais, les projets qui démarrent en flèche, l'enthousiasme qui déborde, puis l'anxiété qui surgit sans prévenir, les nuits où les pensées tournent en boucle et les journées où l'énergie s'éparpille partout sauf là où on en a besoin. Pendant longtemps, je me suis battue contre ma nature profonde. Et ce qui m'a sauvée, c'est l'Ayurveda. Pourquoi ? Parce que l'Ayurveda ne juge pas. L'Ayurveda ne catégorise pas. Quand j'ai découvert mon profil, je ne me suis pas sentie enfermée dans une boîte. J'ai simplement été comprise. On a besoin de cette absence de jugement aujourd'hui. On vit dans une époque où être hypersensible au potentiel émotionnel ou intellectuel, ou TDA ou TDAH, c'est presque devenu une mode. Le moindre petit trait de caractère s'apparentant à du TDAH ou à un autre trouble qui a le vent en poupe et ça y est, c'est limite génial. On a presque le sentiment d'appartenir à une classe sociale ultra hype, de pouvoir se revendiquer d'un groupe en mode nous sommes comme ceci et c'est comme ça. Alors c'est une très bonne chose que la société s'ouvre et nous accepte, mais derrière ce côté tendance, est-ce que l'on se rend compte réellement de la souffrance des personnes qui vivent vraiment ces troubles au quotidien? Cette neuroatypie, c'est une souffrance qui est double parce que à la tempête intérieure, il faut ajouter l'incompréhension de l'entourage. À la longue, les proches s'agacent, trouvent cela handicapant et des fois ne comprennent même pas. Ils vont vous donner des solutions qu'ils ne comprennent même pas que ce n'est pas possible pour vous de les mettre en application. Et cela génère des émotions négatives. Parfois, sans qu'il n'y ait de mauvaises intentions, ça peut être aussi des blagues sur notre côté légendaire à être tête en l'air ou sur nos 20 000 idées créatives qu'on commence en trombe et qu'on ne finit jamais, ou sur des fois notre côté tellement spontané que l'on sort des choses, il y a des choses qui sortent de notre bouche et ça en devient marrant. Alors on en rigole sur le coup bien sûr, mais ce sont des micro-blessures intérieures. On sourit, mais notre cerveau lui enregistre négativement comme un signal de rejet ou d'incompétence. Et forcément, qu'on le veuille ou non, ça touche notre confiance en nous. L'Ayurveda n'a pas le mot TDAH ou que sais-je d'autres nouveautés. Dans ces textes anciens, ça n'existe pas. Mais le tableau clinique des troubles du vent décrit depuis des millénaires ce que vivent ces systèmes nerveux hyperstimulés. Et la grande différence, c'est qu'il ne vous donne pas un badge ou une étiquette à porter. Il vous dit simplement, voilà la météo de ton corps en ce moment. Ton vent s'est emballé, voilà comment on va le ramener. On va ramener cela par la chaleur et l'ancrage pour te soulager. Alors comprendre cela ne résout pas tout, mais ça explique. Et ça aide grandement que d'être sous traitement qui vous assomme et qui vous dénature. Et quand on comprend enfin pourquoi on fonctionne ainsi, on arrête de se battre contre soi-même. On commence à travailler avec sa nature et non contre elle. Aujourd'hui, j'ai appris à aimer cette facette de moi, à aimer cette créativité qui déborde, cette capacité à avoir des connexions que les autres ne voient pas, cet enthousiasme qui fait que je ne m'ennuie jamais. Aujourd'hui, je ne me dis plus qu'est-ce que j'aimerais être Kapha. Enfin, du moins à l'époque, je ne connaissais pas les doshas, mais j'enviais les caractéristiques sans le savoir du dosha Kapha. Mais aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais changer de nature. C'est profondément moi. Ce que je vous souhaite à travers cet épisode, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, ce n'est pas d'éteindre de votre vent, c'est d'apprendre à le digérer pour qu'il devienne une magnifique force créatrice.
plutôt qu'un tourbillon épuisant. Si vous vous reconnaissez dans ces pensées en boucle ou cette sensibilité, sachez que vous n'êtes pas seul. Comprendre son fonctionnement, c'est déjà le tout premier pas pour revenir à l'équilibre. Dans le prochain épisode, nous passerons au dosha Pitta, c'est le dosha du feu, celui des personnes ambitieuses, d'une efficacité redoutable, mais qui s'effondrent lorsque la flamme dépasse ses limites. Si vous avez déjà frôlé le burn-out ou si vous sentez que vous en prenez le chemin, alors cet épisode vous est destiné. Et si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas le chemin d'un burn-out, vous n'êtes pas Pitta, je vous conseille quand même d'écouter le podcast parce que dans notre société moderne, nous portons presque tous et toutes un feu exacerbé quelque part. Pour ne pas changer, nous faisons de la résistance dans l'ombre. Ici, c'est Eliani des Marmites Nomades et c'est avec une grande joie que j'ai enregistré ce podcast pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour partager vos ressentis, me dire quels signaux résonnent en vous. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à poser vos questions. Prenez grand soin de votre vent et je vous dis à très bientôt.